En décembre 2021, le président Emmanuel Macron a annoncé allouer un budget de 16 millions d'euros pour un institut de stimulation cérébrale à l'hôpital Sainte-Anne. Le docteur David Attali, chef de clinique du service, a déclaré aux Parisiens le 6 décembre 2021, je cite, « Cette technique permet aujourd'hui de guérir les 30% de patients en dépression sévère qui résistent aux différents traitements. Un courant de faible intensité est envoyé sur les tempes pendant une trentaine de secondes avec une anesthésie d'à peine 5 minutes. Ces ECT, pour électroconvulsivothérapie, comme la stimulation cérébrale profonde, SCP, restaurent la connexion du cerveau en stimulant les neurones qui se reconnectent entre eux. La stimulation cérébrale est alors une sorte de cure de jouvence du cerveau. » Fin de citation. Il semblerait que l'on soit loin de l'image qui a marqué ma génération, avec Vol au-dessus d'un nid de coucou, ou bien avant, avec un film formidable, Choc Corridor. Dans un article de Yves Edel et François Caroli, Histoire de l'électrochoc, des traitements électriques à la convulsivothérapie en psychiatrie, les auteurs rapportent que l'utilisation des électrochocs comme thérapie pour les patients schizophrènes date officiellement de 1938. Mais dès 1840, Aldini utilisa ce type de traitement contre la mélancolie. Effectivement, le livre de Caroli que vous citiez fait un chemin de ce qui était appelé de façon courante les électrochocs jusqu'au traitement contemporain. Il y a en effet une grande différence dans l'administration, dans le suivi, dans le commentaire que l'on fait du maniement du choc électrique entre la fin des années 30 et notre 21e siècle. Rappelons que les chocs, les électrochocs, s'inscrivaient dans les thérapies de choc en général, qui étaient à peu près tout ce qu'il y avait comme médication, à part les anesthésiques type chloral qu'avait pu connaître le président Schreiber. Il y avait toute une série de façons d'utiliser, si je puis dire, le corps contre le cerveau. Les seuls remèdes des maladies mentales étaient précisément d'utiliser le choc corporel pour toucher le décours, le développement naturel des maladies mentales. C'est un recours que la médecine a utilisé de différentes façons. Ça allait de la malariathérapie dans laquelle on injectait des bacilles de malaria pour fabriquer des fièvres extrêmement fortes au sujet qui donnaient une sorte de réveil après un état paroxystique. Il y a eu le fameux traitement du tchèque passé par l'Allemagne et les États-Unis, qui a fait même un bout d'analyse chez Freud, qui était M. Sackel, et qui avait inventé, lui, des chocs insuliniques. Et puis, il y a eu le choc électrique, c'était toute une série. Le problème, comme en médecine, c'était d'utiliser, de bien calculer autant que possible les risques pris à l'occasion de ces traitements par rapport aux bénéfices qu'ils pouvaient donner dans, effectivement, des interventions sur des maladies où l'enjeu était mortel, comme des mélancolies ou des manies, dans lesquelles le risque vital est en jeu. Et voire même des états schizophréniques aigus, catatonie, etc., où là, le risque vital se présente. Donc, bien entendu, c'est dans ce cadre-là qu'est utilisé les chocs, qui n'ont pas eu, il faut bien dire, dans les années 30, fin des années 30, ça n'a pas eu beaucoup de succès, car
finalement c'était difficile à administrer et les résultats étaient quand même, par rapport aux bénéfices-risques, était limité dans les indications. Ça n'a pas eu beaucoup d'extension. Enfin, c'était là. Et ça a été ensuite, après, repris, après la guerre, après la Deuxième Guerre, ça a été repris essentiellement, précisément, dans disons, l'optimisme thérapeutique américain, qui a repris toute une série de thérapies pour essayer de vider leurs grands asiles gigantesques dont témoignent en effet les films que vous avez cités, et qui était un état, la psychiatrie américaine était dans un état assez différent de la psychiatrie européenne de ce point de vue-là. Ils avaient la construction qui avait été entreprise à partir des années 30 de ces énormes asiles qu'il a fallu moderniser, et d'où leur recours plus important, d'une certaine façon qu'en Europe, à ces thérapies qui, là aussi, ont été évaluées dans les rapports entre le risque et les bénéfices que ça pouvait apporter. Mais on voit que entre les années 30, voire même le début des années, la fin des années 40, c'est la métaphore du choc. Là maintenant, c'est très différent. Le texte que vous citiez contemporain, c'est reconnexion, c'est cure de jouvence, c'est déconnexion, reconnexion. C'est tout le monde maintenant est habitué à utiliser des programmes électroniques dans lesquels on ne fait que rebooter le système se décroche, on le remet en place, la description de 30 secondes, un courant électrique, etc., tout ça est fait évidemment dans une toute autre configuration. Alors, ce qui est quand même... Pourquoi cet accent de nouveau? L'accent nouveau, c'est parce que depuis, disons, depuis le début des années 2010, 2013 spécialement, les grands laboratoires pharmaceutiques ont annoncé qu'ils fermaient leurs laboratoires de recherche. À la suite de la publication du DSM-5 en 2013, on constatait que ce vaste compendium qui essayait de mettre en regard médication et maladies mentales, etc., constatait que finalement dans son entour, on n'arrivait pas ni à avancer sur la justification profonde de l'utilisation des neuroleptiques, ni proposer de nouveau. Et donc, en l'état actuel de la science, les grands laboratoires considèrent que c'est prendre trop de risques que de chercher des molécules qui peuvent avoir des effets secondaires, qui ensuite leur vaudront des procès, et qui ne seront pas justifiés par la science. C'est ce qui fait que depuis 2013, de façon un peu poussive, la seule médication un peu nouvelle est donc la kétamine, qui est un anesthésique, un remède de cheval, c'est le cas de le dire, puisque c'est un anesthésique connu pour des vétérinaires, et qui a été adapté aux indications sur les humains. Mais enfin, c'est ni une avancée importante, et ça ne relève pas vraiment de la science. Donc notre contexte, c'est une coupure profonde entre la science, la recherche scientifique proprement dite, et les médicaments. Par contre, la science avance sur un point qui est les connaissances du cerveau, sur le cerveau. Et il y a dans le monde un certain nombre d'initiatives qui, essayent de développer les connaissances acquises sur le cerveau en modélisant le fonctionnement du cerveau. Comme dit Lacan, les scientifiques n'arrivent à se développer que s'ils arrivent à séduire le maître.
séduire le discours du maître, à lui proposer qu'en effet, ces investissements seront payés de retour. Puisque justement, dans un contexte où le nombre de maladies mentales ne cesse de se développer, c'est d'après l'OMS, pour les pays développés, c'est un fléau qui ne cesse d'augmenter, non seulement la dépression, mais le reste aussi, et la nécessité de trouver des remèdes nouveaux, bien entendu, est d'autant plus pressante que c'est un problème de santé publique constant. Donc, la seule séduction possible du maître actuellement n'est plus du côté de Big Pharma, c'est du côté plutôt des modèles scientifiques mêlant chercheurs en neurosciences, médecins, et il y a eu donc, c'était le président Obama qui avait lancé la Brain Initiative aux États-Unis. En Europe, il y a eu l'EPFL, les Suisses, enfin l'EPFL a un modèle justement aussi de modélisation du cerveau qui a connu bien des vicissitudes et des ennuis. Et il y a maintenant en France, n'est-ce pas, Sainte-Anne, qui se veut l'Institut du cerveau et qui ne veut plus parler de maladie mentale, mais de maladie du cerveau, qui en effet, dans le cadre de cet institut, développe de nouvelles connaissances. Alors, sur ce fond de rapport, mais qui est quand même ténu entre la modélisation proprement dit, ce que l'on sait vraiment du fonctionnement du cerveau, et par rapport à la reconnexion et la cure de jouvence électrique, il y a un certain hiatus. Et ce hiatus existe aussi avec les modèles de type de stimulation sur neurones par des électrodes intracrâniennes qui sont utilisées pour lutter contre spécialement les TOC, les Parkinson, etc., avec l'idée de mouvements répétitifs convulsifs. Il est possible de toucher aux voies motrices par ce type de médication. Alors, comment ça marche? Oh, ben là, on ne sait pas. Mais il y a beaucoup de choses en médecine qui sont comme ça. C'est pas exceptionnel. Par exemple, pour ce qui est des neuroleptiques, justement, en 2012, 50 ans après les premières prescriptions, disons, massives de neuroleptiques, à partir de 1962, le mélange entre, d'un côté, la thorazine et puis l'imipramine. 50 ans après, Steve Hyman, qui a été directeur du National Institute of Mental Health, qui est un pur produit de la recherche scientifique profonde américaine. Hyman disait que la seule chose qu'on sait sur le fonctionnement de neuroleptique, c'est les premiers événements chimiques liés à l'arrivée sur les récepteurs, enfin effectivement de cellules, récepteurs D2 de ces médicaments. Pour le reste, ça disparaît très vite, notre savoir s'évanouit. Il est remplacé par les fameuses métaphores, la métaphore de rétablir les équilibres de neurotransmetteurs, mais qui sont des métaphores. De même là, ce qu'on peut constater surtout, c'est qu'on a changé de métaphore entre la métaphore dite choc et la métaphore reconnexion des cerveaux, disons, cure de jouvence du système, apport nouveau. Enfin, tout juste, ça pourrait être cellule souche, enfin, ça pourrait être cellule souche électrique. On redynamise un système fatigué. Mais ce sont des métaphores. Pour le reste, il faudra peut-être que les investigations qui seront menées dans cet institut et lorsqu'ils auront reçu leur crédit, etc., permettra d'en savoir plus.
Mais ça n'est pas absolument garanti quand on voit actuellement les difficultés, soit de la Brain Initiative américaine, soit du modèle PFL, qui souffre à produire de nouvelles connaissances. Et après tout, la science a son rythme, a ses découvertes, en particulier la science fondamentale, qui n'obéit pas forcément aux pressions que l'on demande à la recherche appliquée et peut-être allons-nous continuer dans le nouveau contexte de la psychiatrie actuelle qui est à la fois sans médicaments nouveaux et avec beaucoup de difficultés à développer des thérapeutiques liées aux nouvelles connaissances que nous avons acquises sur le cerveau. Alors, d'abord, je dirais que il y a une étape entre l'électrochoc type choc corridor et l'électroconvulsiothérapie syntane contemporaine. Je me souviens, au début de ma formation, dans les années 70, j'ai fréquenté les cliniques du Val-de-Loire, en particulier la clinique de Laborde, qui était vous savez, animé par Jean Houry sur le plan de la psychiatrie, Félix Guattari pour l'animation du reste. Et à Laborde, Jean Houry, qui par sa formation phénoménologique était très attaché aux troubles de l'humeur et à l'approche des troubles de l'humeur, que l'orientation lacanienne, proprement dit, des écrits de Lacan, centrée la psychose, d'abord par la paranoïa, par grand séminaire sur la paranoïa. Et lui n'avait pas perdu de vue le grand chemin phénoménologique des altérations de l'humeur et utilisait, nous étions 10 ans après, à peu près, les premières prescriptions vraiment de neuroleptiques pour le traitement des psychoses en général, et Houry était prudent et d'une certaine façon méfiant à l'égard des neuroleptiques, considérant que c'était un peu trop lié à Big Pharma, au grand capitalisme, etc. Et qu'au fond, le choc électrique était bien manié, était très utile, pas cher du tout, c'était un service public, l'électricité, et que c'était beaucoup plus recommandé. Et quand on était jeune stagiaire à Laborde, ça faisait partie des rituels initiatiques, on vous demandait d'aller effectuer avec quelqu'un qui en avait l'habitude ce qu'on appelait le traitement. Un traitement. Et ce qui s'appelait un traitement, c'était des chocs, stimulation électrique, qui justement n'étaient pas des chocs, mais auprès de pensionnaires ou bien de gens qui venaient spécialement là. Et Houry disait très bien que c'est comme ça qu'il dépannait tous les agriculteurs au moment des moissons, au moment des vendanges, etc. Quand ils avaient en automne un accès dépressif, eh bien, 3 séries de chocs bien donnés, accompagnés par justement un discours d'accompagnement sur le thème où nous allons procéder à ça, etc. Et ça donnait de grands résultats. Et ce qui, pour lui, ce n'était pas incompatible avec l'inconscient, la parole, etc. Mais je veux dire, les psychiatres ont toujours, y compris ceux qui étaient d'orientation psychanalytique, n'ont jamais considéré qu'il y avait quand même une incompatibilité entre traiter les psychoses qui pouvaient mettre des sujets dans des états où la parole n'arrivait plus à influencer le décours de la maladie. Et que quiconque a vu des états de ce type graves chez des sujets voit très bien qu'en effet, il ne s'agit pas d'opposer de l'approche par l'inconscient et puis l'approche biologique. Il y a eu en tout cas, dans ces années-là, d'une façon très différente du modèle, par exemple, contemporain à l'époque, Sainte-Anne de l'époque, que j'ai aussi fréquenté, c'était très différent de Laborde.
Bon, eh bien, on voit qu'il y a différents modèles d'ajustement, d'approche qui permettent de situer plus précisément les rapports entre les traitements proprement dits nécessaires dans l'approche des gens, et pas seulement dans les psychoses, dans les névroses graves, il y a aussi les troubles de l'humeur, etc., qui sont transcatégoriels, etc. Et le recours aux médications n'est pas du tout incompatible avec l'approche de l'inconscient, comme je le rappelais dans ce que j'avais écrit sur comment prendre la pilule, qui était un rapport sur cette question en 2002. Tout ça ne nous rajeunit pas. Donc, cette question, qui en effet est très importante, doit être reprise à nouveau frais, et on en voit, en disant, le tout biologique, on en voit les limites. On en voit les limites, bien que ça a été un grand espoir qui a été donné à la psychiatrie comme telle. Le modèle du tout biologique, probablement celui qui l'a incarné le mieux dans ses limites, est celui qui a été directeur du National Institute of Mental Health, qui l'a dirigé jusque presque la publication DSM-5, qui ensuite a abandonné les instituts pour lui-même devenir passer chez Google pour Google Health pour proposer des applications qui pourraient être utiles en santé mentale, et puis ensuite a fondé sa start-up et qui vient de publier ses mémoires. Et cet ancien directeur de l'Institut dit très bien qu'au cours de sa carrière, il a fait publier, dit-il, que quelques articles scientifiques intéressants, mais que ça n'a pas donné, dans les 20 dernières années, il n'y a pas eu de découvertes nouvelles qui permettent d'alléger le nombre de suicides aux États-Unis, qui permettent d'alléger le nombre d'épisodes dépressifs, qui permettent de venir en aide, disons, de façon plus concrète, de façon plus précise, à la souffrance psychique et à tant de gens qui, précisément, ont recours à un moment donné dans leur vie à la psychiatrie. On sait qu'en Europe, dans les pays développés, où il y a des systèmes de santé accessibles, etc., c'est quand même comme une personne sur trois qui aura globalement, un jour, devra avoir affaire au système de santé. Et donc, il y a une limite du tout biologique, et par contre, le discours laisse les patients et les soignants coupés de la recherche fondamentale, avec des classifications néanmoins nosologiques qui sont admises dans les systèmes, mais le rapport et la justification exacte de l'utilisation de tout ça est laissé un peu en souffrance. Le discours général sur les sujets humains étant ramené à des conduites adaptatives, il n'y a que la prise en charge à l'occasion de considérer donc que les fonctionnements des services ou le fonctionnement et de la dynamique entre soignants, soignés, etc., n'est qu'à aborder que du point de vue soit d'une éthique, c'est-à-dire de comportement déontologique d'un côté, ou du moral, ou ou de réadaptation de comportement. L'ensemble de ça laisse la psychiatrie et les psychiatries, puisque des différents états, c'est pas seulement la psychiatrie française, laisse la psychiatrie en dehors de sujets qui peuvent bénéficier dans des instituts très pointus, les centres d'excellence, etc., qui traitent environ 30 000 personnes, alors qu'il y a 1 million à 2 millions de gens qui sont pris en charge par les psychiatres privés.
on voit qu'il y a un écart entre la chose d'excellence, où vraiment ça rentrerait dans le modèle scientifique d'un protocole précis, etc., et la très très grande majorité des cas, et dans lequel, précisément, on voit que eh bien, la volonté de couper avec les modèles et avec le discours qui a été le discours de l'inconscient, le fait que de considérer le sujet divisé, ce sujet qui souffre n'est pas réductible à des comportements, ni à un nouveau mode de traitement par la conscience, un nouveau mode de traitement moral. C'est pas le traitement moral, c'est ce que la Révolution française avait permis de développer comme premier abord des aliénés au début du XIXe siècle. Faire appel à la partie saine, au sens moral des sujets, pour leur demander de changer un certain nombre de comportements, etc. Eh bien, nous en avons de nouvelles versions, c'est-à-dire qui sont la version comportementale. Elle aussi, elle rencontre ses limites, et la souffrance de la psychiatrie française n'est pas entièrement liée simplement à des questions de budget. Bien entendu, il y a des questions de budget. Que le maître séduit par les discours de la science, en effet, préfère investir dans un modèle, dans une simulation du cerveau, etc., d'un côté, plutôt que dans des soignants qui coûtent fort cher en salaire et ne correspondent pas à un espoir proprement dit que les choses vont changer, mais plutôt à des modes de soins plus ou moins palliatifs. Eh bien, on voit bien que ces différentes, là pour le coup, ce discours idéologique nouveau rencontre des impasses, se cogne contre un certain nombre d'impossibles, et je dis qu'ils ne sont pas simplement une impuissance liée aux moyens. Il y a là, à proprement parler, un certain nombre d'impossibles, et dans lesquels nous essayons précisément, je ne dirais pas nous de séduire, mais peut-être aussi le discours contemporain pour, disons, réactualiser la place et la fonction de l'inconscient dans l'abord que notre société fait de la folie comme telle, qui ne disparaît pas dans le modèle médical.